Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous ? Avant de poursuivre notre exploration sur l'entreprise à mission, je voulais vous lire un commentaire laissé sur Apple Podcast. Un commentaire qui fait partie de ceux qui m'ont encouragé à continuer quand je me suis interrogée il y a quelques temps. Merci pour ce chouette podcast qui inspire et rassure quand on entame une démarche de transformation dans son entreprise. Merci Claire Malo pour ce commentaire. Parce que c'est bien pour ça que j'ai créé ce podcast il y a 3 ans. Donc merci encore à tous ceux qui notent régulièrement le podcast sur Apple Podcast, et vous êtes nombreux. Pensez aussi à le commenter, ça m'aide à le faire connaître. Passons donc à l'épisode du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Denis Teder, CMO, donc Chief Mission Officer, de Wacam, quelques jours après que Wacam soit devenu officiellement entreprise à mission. Un process de 2 ans orienté dès le départ vers l'action, avec la mise en place d'une offre d'assurance inclusive, véritable outil d'innovation sociale au service des entreprises, et l'implication des collaborateurs dès le départ. Un épisode avec vraiment de quoi s'inspirer et passer à l'action. On l'écoute ? Bonjour Denis. Bonjour Delphine. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur la démarche d'entreprise à mission que vous menez chez Wacam. Mais avant d'aller plus loin, j'aurais aimé que vous vous présentiez à nous brièvement. Donc je suis Denis Teder, je suis Chief Mission Officer. Je travaille au sein de Wacam depuis maintenant 9 ans. J'ai occupé plusieurs fonctions, dont celle d'être le patron du développement de la compagnie. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai initié le projet Société à mission à la demande d'Olivier, donc depuis maintenant 2 ans. Ok, et Wacam, pour moi, c'est un nom de jeune start-up dans le digital. Racontez-moi un peu qui est Wacam. Alors, on s'appelle Wacam depuis quelques mois, depuis le mois de septembre dernier, 2020. Ça accompagne aussi notre transformation, l'évolution de notre société, de notre compagnie d'assurance. Donc, on est une compagnie d'assurance qui fonctionne en B2B. Donc, nos clients, ce sont des distributeurs professionnels de l'assurance, comme des courtiers, comme des insurtech, ou alors des non-professionnels de l'assurance, comme des retailers, donc la grande distribution, des constructeurs motos, tout type de distributeurs. Et on met à disposition de ces partenaires nos produits de la manière la plus digitale possible. Donc, on aime à définir ça comme non pas le plug and play, mais comme le play and plug, en utilisant un maximum de technologies. Donc, le changement de nom accompagne aussi cette transformation de notre façon de travailler avec nos partenaires. Et j'ai l'impression que vous avez donc entamé une démarche d'entreprise à mission, mais j'ai l'impression que ça se base sur des convictions qui sont déjà fortes et déjà ancrées depuis plusieurs années. C'est un aboutissement. Avec quelles convictions vous avez développé donc la Parisienne à l'époque ? Alors, le point de départ, c'est aussi la conviction de notre dirigeant Olivier Jaillon, qui est convaincu qu'on a perdu un peu le fil parfois en tant qu'assureur par rapport à notre rôle un peu initial, à notre rôle premier, qui est de protéger la société et ses acteurs. Ouais. Et donc, il y a 2 ans, on a initié un projet qui était de développer de l'assurance inclusive, donc de la micro-assurance à destination de populations plus fragiles, avec un parti pris assez fort, donc le fait de ne pas gagner d'argent ou d'être à marge nulle, le fait d'exprimer ces produits en langage clair, donc faciliter l'accession, faciliter la compréhension par le grand public, par les bénéficiaires de ces produits-là. Donc mettre l'entreprise sur les rails de l'engagement avec un projet très concret. Voilà un peu la genèse de notre projet Société à mission. Et ensuite, les choses se sont enclenchées pour construire une raison d'être et puis ensuite définir un certain nombre d'objectifs. Et vous en êtes où dans cette démarche alors aujourd'hui ? Alors,
Très bonne nouvelle, nous sommes devenus société à mission il y a quelques jours. Bravo. Merci, le 11 mars. C'est un travail de mûrissement, un travail de réflexion et d'action. J'aime bien associer les deux. Oui, parce que vous avez commencé par créer quelque chose avant même de créer l'entreprise quelque part à mission. Enfin, vous avez commencé par créer ce qu'elle allait donner et ce qu'elle allait... ce qui est devenu finalement, ce qui est devenu aussi un des engagements dans lequel on veut se projeter. Complètement. Donc, moi, je trouve que l'histoire est intéressante. Et plutôt que d'avoir des concepts qu'on cherche à décliner en action, on est plutôt parti d'une action concrète et ensuite qu'on a essayé d'intégrer dans un dispositif plus peut-être conceptuel, mais avec toujours ce souci d'être très concret et très tourné vers l'action. D'accord. C'est pour lui donner un peu plus de puissance, j'imagine, que vous avez souhaité l'intégrer. Oui, alors, pour lui donner de la puissance, mais aussi pour embarquer les équipes. Oui. C'est toujours plus facile d'embarquer les équipes, je pense, voire des partenaires, avec des projets, avec des pilotes, qu'avec des idées. Enfin, les deux sont nécessaires, mais d'associer les deux, je trouve que c'est puissant. Alors justement, vos équipes, elles sont engagées, comment elles réagissent à cette démarche? Alors, plusieurs réflexions. On a 9 engagements, donc 9 engagements opérationnels. Oui. Qui, encore une fois, sont tous tournés vers l'action. Enfin, c'est comme ça qu'on les vit. Et chacun de ces 9 engagements est porté par une équipe. D'accord ? Donc ça veut dire que, par exemple, l'engagement qu'on appelle langage clair, donc qui vise à simplifier la documentation juridique, il est porté par l'équipe Product and Pricing, donc Johanna et ses équipes, et c'est eux qui vont décliner cet engagement opérationnel pendant 3 ans avec une roadmap, des jalons, des indicateurs. Donc ça descend très profond au sein de l'entreprise. Ouais. Et pour aller jusqu'au bout de la démarche, ce qu'Olivier a souhaité, c'était que chaque équipe intègre dans ses objectifs une partie de la trajectoire mission. Et donc, ça veut dire que la rémunération des collaborateurs est aussi liée à l'atteinte de nos objectifs mission. C'est ce qui rend le dispositif, je pense, robuste. Et puis, ça décuple notre capacité à atteindre ces engagements. Oui, donc en fait, vous êtes parti, vous avez défini les engagements qui avaient du sens pour vous par rapport à votre métier et de la façon dont vous voulez le faire, l'impact que vous voulez avoir. Et à partir de là, vous avez impliqué les équipes, chaque équipe, dans un engagement. C'est exactement ça. Donc, si on reprend donc on a commencé par rédiger une raison d'être, donc de manière collaborative, en impliquant pas mal de monde dans cette réflexion. Donc, c'était rendre l'assurance transparente et impactante. Oui. Donc, les notions de transparence et d'impact sont pour nous assez essentielles. Et je crois qu'elles étaient déjà là. Elles étaient déjà là, voilà. Mais maintenant, on a voulu les rendre encore plus concrètes en déclinant cette raison d'être en engagement. Donc, 4 objectifs statutaires et 9 objectifs opérationnels. Nous, on aime bien plutôt communiquer sur les objectifs opérationnels parce que c'est plus concret de comprendre le contenu de cet engagement au travers de choses plus concrètes. Voilà. Et donc, chacun de ces 9 engagements, de ces 9 objectifs opérationnels, sont appropriés par les équipes Wacam et déclinés avec nos collaborateurs donc, et avec nos partenaires distributeurs. Pour nos auditeurs, vous parlez de votre raison d'être transparent et impactant, qu'on a eu une conversation préparatoire à cet entretien, lors duquel vous m'avez expliqué des choses qui étaient extrêmement importantes, qui ont fondé cette raison d'être. Est-ce que vous pouvez y revenir, s'il vous plaît ? Oui, le point de départ de la définition de notre raison d'être, c'est une réflexion collective. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'identifier quels étaient les points majeurs qu'on aimerait résoudre en tant qu'assureur. Donc, ce qu'on appelle un peu les pain points, les points difficiles, les points durs de notre activité. Et finalement, assez naturellement, cette notion de transparence a émergé parce que quand on interroge les gens, c'est pas la transparence qui définit le mieux les assureurs, malheureusement. Donc, on se dit, voilà, parmi les points qu'on aimerait, encore une fois, ce ne sont pas des sujets de court terme, ce sont des sujets vraiment de long terme. Bien sûr. Donc, on aimerait se projeter dans une image plus positive et cette transparence pourrait en être l'illustration. Et puis ensuite, bien sûr, avoir de l'impact dans nos activités, que ce soit dans nos activités, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à marge nulle, donc nos activités de micro-assurance, dans la distribution de nos produits où l'indemnisation est vraiment automatique. Là, on allie à la fois transparence et impact. Donc vraiment, c'est cette volonté d'identifier des points durs et d'être dans l'action pour les résoudre.
de manière très humble à notre échelle. Hein. Et sachant que c'est engageant, parce que ça ne dépend pas que de vous, cette transparence. Non, cette transparence, on va pouvoir la déployer qu'avec le soutien de nos partenaires distributeurs, parce que nous, on fonctionne en B2B. Donc, finalement, c'est une forme aussi de projeter notre vision et puis d'embarquer notre écosystème et de le convaincre qu'il faut aller dans cette direction-là. Donc, c'est pas juste une action isolée. Donc là, on est dans le cœur de la démarche de l'entreprise à mission parce qu'on avance avec ses parties prenantes, en fait. Clairement. On avance avec ses parties prenantes et finalement, on ne peut y arriver qu'avec l'engagement de ces parties prenantes. Elles sont internes, donc les collaborateurs, et externes, nos partenaires distributeurs notamment. D'accord. Et juste pour revenir, vous parliez d'indemnisation automatique, ça veut dire qu'en gros, on n'a pas besoin... En fait, on déclare un sinistre et on est indemnisé chez vous ? On n'a même pas besoin... Alors, pour certains produits, donc on essaye d'en construire de maximum qui sont soumis à ces principes. Donc, on a souscrit un contrat d'assurance et quand le problème arrive, en réalité, l'assuré n'a même pas besoin de faire une déclaration. On arrive à le détecter automatiquement. Et on l'indemnise automatiquement également. C'est appréciable. C'est formidable. Denis, vous m'avez, quand on a parlé de transparence, vous m'avez aussi parlé de langage clair. Ça veut dire quoi ? Alors, le langage clair, c'est très simple. C'est rendre un document juridique assez abscon et assez complexe. C'est de lui donner beaucoup plus de clarté, matérialiser par des cas concrets, des exemples, mettre un feuillet pédagogique, faire passer le document dans un test de lisibilité pour s'assurer que c'est accessible au plus grand nombre. Donc, c'est un sujet très concret, très, très, très pragmatique, faire en sorte que tout le monde comprenne le produit d'assurance qu'il achète. Et si on revient à la démarche d'entreprise à mission, donc ça fait 2 ans, vous venez d'être nommé entreprise à mission. Si vous aviez 2-3 conseils très opérationnels justement à donner à des dirigeants qui réfléchissent, à des managers qui réfléchissent, ça serait lesquels ? Alors, le premier conseil, ça serait de se donner un peu de temps. La maturité de cette réflexion et la maturité des engagements qu'on prend, je pense que c'est un élément essentiel. La façon de les envisager aujourd'hui est bien meilleure que celle qu'on avait il y a 1 an. Donc, ce côté maturité me paraît un premier point essentiel. Ne pas aller trop vite. Ne pas aller trop vite. Le deuxième point, ne pas s'empêcher de se faire accompagner par quelques experts, ou quelques sachants, parce que c'est pas extrêmement compliqué, mais il y a quelque chose trappe, et le fait d'être bien accompagné peut permettre de les éviter. Et puis, peut-être un dernier conseil, s'assurer que les engagements ont un côté concret, opérationnel. Voilà. Il faut pas qu'on donne l'impression que la société à mission, c'est l'expression d'une volonté, mais qui est décorrélée d'une forme d'action. Bon, même si, à mon avis, avec le statut d'entreprise à mission, vous pourriez vous faire rattraper par la patrouille assez vite, parce que vous avez Absolument. un comité à mission dans ce cadre-là qui vient quand même regarder précisément ce qui se passe. J'ajouterai un 4e conseil que vous avez appliqué, mais que vous ne formalisez pas là, qui est d'engager les collaborateurs dans la démarche. Alors oui, vous avez tout à fait raison, c'est un élément essentiel. C'est pas l'apanage de quelques collaborateurs au sein d'une entreprise, c'est un effort collectif. Et si on veut qu'il soit puissant, il faut vraiment que ce soit décliné au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Nous, on embarque nos partenaires dans ce dispositif-là. C'est vrai que le risque, c'est toujours que ça soit un peu l'apanage de quelques dirigeants, d'une équipe dirigeante, et après, avec une déconnexion. Et là-dessus, il y a une attention particulière d'Olivier Jaillon, donc notre dirigeant, qui est toujours de faire en sorte que ce soit infusé dans toutes les parties, on peut appeler ça les parties prenantes, les collaborateurs, les distributeurs, nos actionnaires bien sûr aussi ont été dès le début embarqués dans cette aventure. Donc vraiment c'est un effort collectif, c'est une attention collective. Complètement. Et est-ce qu'on peut revenir 2 minutes à votre offre d'assurance inclusive ? Oui. Comment c'est accueilli par le marché ? Parce qu'il y a le fait que vous vouliez le faire, mais est-ce que c'est quelque chose qui est bien accueilli, qui fait sens ? Alors, on a plusieurs façons de proposer cette solution d'assurance. La première, c'est de la proposer à des associations, à des ONG. Donc, on a réalisé ce projet avec une première phase de ce projet avec Crésus. Crésus qui gère les gens en situation de surendettement. Donc, ils avaient un vrai besoin, d'assurance des coups durs. Donc, protéger les gens sur leur reste à vivre. Donc, dès le début, on a associé des associations, des consommateurs, toutes les parties pour construire le projet et construire les produits et s'assurer qu'ils répondaient bien à des besoins. Donc, la première étape, c'était pas de faire des choses en chambre, mais encore une fois, d'associer les futurs utilisateurs et ceux qui allaient le proposer pour faire en sorte que ça corresponde
aux besoins. Donc, dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, avec la pandémie, on est convaincu que, certes, les entreprises sont en situation de fragilité, donc ça peut représenter pour elles un coût, mais on pense qu'en termes d'innovation sociale, le fait de proposer des solutions de protection à leurs collaborateurs, et notamment les plus fragiles, peut amener une solution en sortie de crise à certaines entreprises qui veulent s'engager. Donc, aux associations comme Crésus, qui vont accompagner des gens en situation de fragilité, mais aussi à des entreprises qui veulent proposer une forme de bénéfice, de package social à leurs salariés en situation de plus grande fragilité. Donc, on a défini un critère. Donc, quand on va voir une entreprise et qu'on lui dit, voilà, il y a l'opportunité d'accompagner vos salariés, il y a ce critère d'éligibilité qui est le fait que les gens ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu. On ne veut pas que ce soit destiné à des gens qui n'en ont pas besoin. D'accord, je comprends. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que c'est une innovation sociale qui peut avoir beaucoup d'écho, puisque la responsabilité sociale des entreprises est quand même assez engagée, enfin elle doit être engagée. Que, en plus, quand vous me parlez de ce genre de démarche, moi je pense à des moments vécus dans l'entreprise, des moments de solidarité. C'est-à-dire que le fait qu'on sache que l'entreprise soit là quand il y a des collaborateurs qui ne vont pas bien, ça a un impact sur les collaborateurs qui potentiellement peuvent ne pas être en bonne situation, mais ça a un impact sur les autres, parce que ça veut dire grosso modo que si j'ai un problème, mon entreprise sera là. C'est très juste. Et ça, je pense que, je l'ai malheureusement moi vécu dans des circonstances plus tragiques, qui étaient les attentats de novembre 2015. Mais je crois que ça a été un moment très fort quand les gens ont compris que l'entreprise pouvait être là pour une collaboratrice qui avait perdu son mari. Et avoir des dispositifs qui permettent de montrer qu'on est là, je pense que ça a un écho important. Donc, à l'heure où les entreprises pensent beaucoup marque employeur, expérience collaborateur, je pense que c'est un vrai élément. Je partage complètement votre avis. On a revu pendant la crise qu'il y avait une résurgence d'une forme d'État-providence, mais pas que. L'État ne peut pas tout résoudre. Et donc, on voit apparaître le sujet aussi des entreprises qui ont un rôle complémentaire à jouer pour accompagner leurs collaborateurs. Ouais. Et juste une petite anecdote, nous maintenant, quand on recrute beaucoup de collaborateurs, et c'est tant mieux, on a une belle croissance. Et quand on parle, quand les gens qui recrutent ces nouveaux collaborateurs décrivent l'entreprise, ils parlent de ce sujet de société à mission, et on voit qu'il y a une résonance très positive dans le regard des gens qu'on souhaite recruter, et ça veut dire quelque chose. Voilà. Sur quel profil de personnes, par exemple ? Alors nous, on recrute beaucoup d'actuaires, on recrute des gens assez pointus, dans le domaine de l'informatique, beaucoup, dans le domaine des techniques de l'assurance, et produits, actuaires, et donc des jeunes, beaucoup, et qui sont... Effectivement, qui cherchent à s'intégrer dans des entreprises qui projettent du sens. D'accord. Oui, donc c'est un point important. C'est un point important. Et du coup, on pourrait revenir, vous avez abordé quelque chose qui était quelque part, il y a l'État-providence, l'entreprise a son rôle à jouer, mais on va revenir aussi comment est-ce que l'État, enfin en tout cas les pouvoirs publics, peuvent aider l'entreprise à avancer dans cette démarche. J'ai interviewé Philippe Zawati récemment, qui disait justement qu'il allait falloir donner des armes aux entreprises qui veulent s'inscrire dans une démarche de long terme, et il évoquait un nouveau contrat entre pouvoir public et entreprise. Ça serait quoi votre regard là-dessus ? Alors, peut-être deux choses. La première, peut-être que les pouvoirs publics, peut-être que les ministères, quand ils lancent des appels d'offres, pourraient avoir une forme de, je ne sais pas si le terme de favoriser, c'est le bon terme, mais en tout cas... Il y aurait des points en plus. Des points en plus, parce qu'effectivement, il y a les aspects économiques, mais pas que. Il y a les aspects qualitatifs. Et peut-être que dans cette partie des appels d'offres marché public, il pourrait y avoir une pondération favorable pour les entreprises, les sociétés qui sont dotées de cette qualité, donc qualité de société à mission. Ça, je pense que c'est un point assez important. Et puis, peut-être dans des sujets de fiscalité, on parlait tout à l'heure de notre assurance inclusive, de la micro-assurance. Nous, quand on le déploie dans les entreprises, c'est reconnu malheureusement comme... Enfin, c'est la loi, donc c'est reconnu comme un avantage en nature. Et à ce titre, c'est soumis à des cotisations sociales et des cotisations patronales. Donc ça veut dire que quand l'entreprise veut investir au bénéfice de ses salariés pour protéger les plus fragiles, elle est quand même très fortement chargée économiquement. Alors que vous-même, c'est déjà quelque chose que vous mettez en place sans profit, à marge nulle.
Donc c'est vrai que pour des dispositifs qui ont une vocation, qui ont de l'engagement comme principe, peut-être qu'on pourrait avoir des facilités fiscales pour favoriser leur déploiement. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour tous ces apports et à bientôt. À très bientôt, Delphine. Merci. Merci pour votre écoute. Je voudrais également remercier Wacom d'avoir, au travers de cet épisode, choisi de devenir un partenaire du podcast. Cela souligne, si besoin est, leur engagement au service d'une entreprise et d'une société meilleure. À bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.